Bon, pour les M1, il y aura peut-être dans ce propos quelques redites par rapport à hier, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Voilà. Je suis peut-être allé un peu vite hier. Je commence par une petite histoire. Donc Jean-Claude est brillant. Jean-Claude est brillant. Ayant passé avec succès ses études de médecine, où il était considéré comme un très bon élève, un excellent élève, d'après ses amis et son entourage, il est rapidement recruté à l'INSERM. Puis devient chercheur à l'OMS dans le siège est à Genève. Très demandé, Jean-Claude jongle entre colloques internationaux, cours magistraux en faculté de médecine, notamment celle de Dijon, et rédacteur de rapports divers sur des maladies graves. Jean-Claude est brillant, donc il est aussi un homme droit et loyal. C'est quelqu'un à qui nous pouvons faire confiance. Il tient d'ailleurs cette droiture, cet amour de l'authentique et de la vérité de son père, reconnu comme tel sur son territoire et par tout son environnement social. On n'hésite pas à lui faire confiance à Jean-Claude, même en lui confiant son argent, dont on sait qu'il va pouvoir le placer dans une banque en Suisse, où cet argent pourra fructifier de façon sûre. Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Roman tue sa femme, ses 2 enfants et ses parents. Avant de tenter de se supprimer lui-même, mais bon, il n'y arrivera pas, il survivra. Il a alors 38 ans. Il a menti pendant 15 ans. Jean-Claude Roman n'a jamais été médecin. Il a eu sa première année de médecine, puis s'est réinscrit 12 fois en 2e année, sans jamais passer en 3e, en 4e, en 5e. Il n'a jamais été recruté à l'INSERM, n'a jamais eu de poste à l'OMS, et puis n'a jamais placé l'argent de ses amis dans une banque en Suisse. Jean-Claude Roman ne pouvait probablement pas supporter le dévoilement d'une trahison auprès de ceux qu'il aimait plus que tout au monde, sa femme, ses enfants, ses parents. Il n'avait pas simplement peur de décevoir, il ne voulait pas voir le visage de sa trahison dans les yeux des siens. Dans un livre qui est le récit de cet épisode, un livre de Emmanuel Carrère qui s'appelle L'Adversaire, écrit en 2000, il est dit la chose suivante: le pire n'est pas d'être démasqué, le pire est de ne pas être démasqué. De recevoir une confiance aveugle qui implique toujours le risque d'une trahison. La confiance que l'on a accordée à Jean-Claude Roman n'avait pas besoin d'être vérifiée. Alors elle était en partie, puisque son comportement, il partait au travail le matin, il revenait le soir, racontait sa journée de travail à l'OMS, partait vraiment à l'aéroport pour ses colloques internationaux. Il y avait un certain nombre de signes qui pouvaient suffire à asseoir la confiance qu'on lui accordait. Mais ces signes faibles, ces signes qui n'étaient pas des justifications, des vérifications, suffisaient. Personne n'a jamais osé poser cette question. Jean-Claude Roman est-il digne de confiance? Jean-Claude Roman est-il finalement fiable? Puis-je vérifier sa fiabilité? Puis-je vraiment compter sur lui? Puis-je me fier à cette personne? Personne ne lui a posé cette question. Il y a donc eu un double abus de confiance. Un abus de confiance de la part de Jean-Claude Roman et un abus de confiance de son entourage. Alors, cette sombre histoire, désolé, c'était pour contrebalancer l'humour fracassant de mon collègue précédemment, me sert à introduire finalement cette carte qu'est le concept de confiance dans toute sa complexité.
La confiance, on pourrait dire, c'est l'archétype d'un concept, hein, comme je le disais ce matin, c'est l'archétype d'un concept complexe, entremêlé, insaisissable, chaotique, labyrinthique. C'est véritablement la confiance quelque chose d'indémêlable. Hein. George Simmel, que je vais citer plusieurs fois, disait que la confiance était une énigme dans la relation qui lie l'individu à la société. Et on voit hein, dans cette histoire, évidemment, que cette histoire, il y a comme nœud problématique cette question de la confiance, du début à la fin. Confiance en soi, confiance aux autres, confiance aux institutions, hein, se réinscrire 12 fois en deuxième année de médecine, hein, c'est finalement aussi une forme de confiance dans la défaillance d'un système qui paraît pourtant inviolable. Donc nous avons bien affaire avec cette question de la confiance à un concept complexe. Alors ce concept, il est à la fois, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette première partie, c'est un concept qui est à la fois cognitif et émotionnel. Hein. C'est un concept qui est à la fois rationnel et relevant de dimensions non cognitives ou non rationnelles, relevant des sentiments, de l'engagement, de l'affect, hein, finalement des affects. On peut dire qu'il y a le concept de confiance, pour simplifier et schématiser, peut se caractériser selon deux grandes familles. Hein. Une famille que l'on dira plutôt proche de la morale et des affects, et une famille plutôt proche de dimensions épistémiques ou politiques. Et donc il y a comme ça dans la confiance une sorte d'ubiguïté. On ne sait jamais, lorsque l'on fait confiance, de quel registre finalement cette confiance relève. Et c'est ça qu'il faut essayer de démêler. En quelque sorte, nous avons toujours en face à face dans la confiance le saut irrationnel d'un côté. Hein, on parle d'une sorte de saut dans le vide, et de l'autre côté le pari raisonnable. Voilà. Dans les deux cas, il y a une incertitude. Dans les deux cas, il y a une forme d'abandon. Dans les deux cas, faire confiance, c'est toujours se mettre dans une position de vulnérabilité. Faire confiance, c'est toujours abandonner quelque chose à l'autre. Mais il y a quand même des nuances qu'il faut bien essayer de décrire entre un saut irrationnel et ce pari raisonnable. L'étymologie du mot, d'ailleurs, montre ces liens, hein, et montre un petit peu comment ce concept de confiance peut être agencé à d'autres mots. Hein. D'un côté, les mots foi, hein, fidélité, confidence, voilà, qui forment une partie de l'étymologie du mot confiance, et puis aussi la question du crédit, de la croyance, donc plutôt la dimension cognitive, rationnelle, entendu qu'ici on parle de croyance dans le domaine de la connaissance. Et donc, c'est d'abord, pour commencer, c'est ces deux conceptions, finalement. Hein. Alors, c'est pour simplifier. J'aurais pu, évidemment, les sous-diviser en catégories, mais on va dire qu'il y a, pour commencer, on peut déjà parler de ces deux territoires de la confiance. Donc, le saut irrationnel ou le saut dans le vide, hein, ce que les anglo-saxons appellent le trust. Trust, hein, c'est la confiance. Dans sa dimension non cognitive, dans sa dimension non rationnelle. C'est la confiance dont parle Simmel dans son étude sur les formes de la sociabilité, qui peut prendre elle-même deux formes. Hein, dans sa version forte, cette conception non cognitive de la confiance. Je peux parler de confiance ontologique, hein, voilà, peut-être confiance véritablement non réflexive, non médiatisée, hein, la foi, une confiance aussi qui peut se baser sur la survie. Hein. Parfois, on va faire confiance à des comportements, à des gestes pour survivre à une situation. Hein. C'est des confiances non médiatisées, non réfléchies. Une confiance qu'on pourrait parfois appeler aveugle. Hein. Et dans sa version faible, c'est ce qu'on peut appeler la confiance-croyance.
Mais dans les deux cas, cette conception de la confiance implique un abandon assez radical. Un abandon assez radical de sa puissance d'agir. Finalement, quand on fait confiance, on est dans une forme de délégation de puissance à l'autre, à qui l'on accorde notre confiance. Lorsque le père de famille donne les clés de voiture à sa fille qui vient d'avoir le permis, la veille, et qui lui donne les clés de sa voiture qu'il a achetée l'avant-veille, bon, il y a ici une forme de délégation de sa puissance d'agir, c'est qu'une fois que sa fille sort pour rejoindre ses copines et ses copains en soirée avec sa voiture, il ne peut plus agir. C'est-à-dire que là, il a accordé sa confiance et il ne sera pas dans la voiture en train de vérifier si elle conduit bien, si elle ne boit pas trop dans cette soirée, etc. Et évidemment, vous comprenez que si dans cette soirée il arrive un drame et que sa fille meurt dans un accident de voiture, alors le sentiment de culpabilité sera à la hauteur de l'abandon de sa puissance d'agir qu'il aura choisi de déléguer. Donc il y a une prise de risque, c'est pour ça que la confiance dans cette conception-là est toujours une sorte de saut dans le vide. On ne sait pas quand on donne les clés ce qui va se passer après. On a beau dire des recommandations, on a beau faire la leçon, faire la morale, c'est le vide puisqu'on a décidé de donner les clés à la vie. Il y a dans cette conception de la confiance une forme de mise à distance par rapport au savoir, par rapport aux connaissances. Ici, quand on donne les clés de la voiture à sa fille, évidemment, on ne va pas chercher à tout savoir sur ce qui va se passer dans la soirée. On va effectivement lui donner les clés. On ne va pas chercher à savoir à quelle vitesse elle va rouler, si elle aura bu ou pas, où elle va aller, etc. On peut, mais au fait, ce qui se passera, on ne le saura pas. Donc ça sera évidemment un vide. Seymour disait « Celui qui sait tout n'a pas besoin de faire confiance. Celui qui ne sait rien ne peut même pas faire confiance. » Donc on voit que dans cette conception de la confiance, le savoir, il n'est pas très important. L'idée de cette conception de la confiance, c'est de croire, en une personne, en une institution, sans que cette croyance, qui peut être une foi aussi, soit justifiée par des preuves que la personne à laquelle on croit ou à laquelle on se fie est digne de confiance. On est dans cette conception-là dans le registre de l'inexplicable. Il n'y a pas besoin d'expliquer, il y a simplement don d'une partie de notre puissance d'agir. Alors, et j'ai commencé un petit peu à le dire, dans cette conception de la confiance, évidemment, il y a ici un couple avec la trahison. Cette conception de la confiance ne peut pas aller sans le concept de trahison. C'est bien ça qui a hanté Jean-Claude Roman, en tout cas dans l'analyse, une des analyses qu'on peut faire d'un geste inexplicable, évidemment, et inexcusable, bien entendu, encore plus, mais en tout cas dans son récit et dans l'analyse psychiatrique qu'on a pu faire dessus, il y a cette idée que la confiance qu'on lui a accordée était une confiance non médiatisée, non réflexive, une confiance aveugle. On avait foi dans Jean-Claude Roman, de sa loyauté, de ses qualités intellectuelles, etc. Le revers, lorsque la personne à qui on a accordé ce type de confiance ne la respecte pas, c'est qu'il a trahi. Il a trahi, c'est la trahison. C'est ça que n'a pas supporté Jean-Claude Roman, c'est le visage de cette trahison dans les yeux de ceux qui l'aiment. Alors que dans la deuxième conception, on le verra, la trahison ne se pose pas, et je l'expliquerai. Donc ici, l'idée c'est de dire qu'on peut faire confiance à quelqu'un sans avoir les preuves que cette personne soit fiable. Autrement dit, on ouvre la possibilité avec cette première conception de la confiance de faire confiance à quelqu'un de non fiable, à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance.
Et ce type de confiance est évidemment vital, enfin, est important pour vivre en société. Bon, c'est la confiance que les enfants accordent à leurs parents, hein, évidemment, la confiance aussi peut-être que les élèves accordent à leurs professeurs, parfois à juste titre et parfois pas à juste titre. Mais c'est cette confiance qui, si l'on demandait qu'elle se vérifie, constante, deviendrait invivable. Quand je me suis mis à cette table, aucun de vous m'a demandé mes diplômes. Je pourrais complètement avoir menti. Je n'ai jamais eu ma thèse. Bon, je n'ai pas de diplôme. Voilà. Personne ne m'a demandé de le vérifier. Il y a une sorte de confiance de ma fiabilité. Alors on verra. Ça a des failles. Et je vous expliquerai. J'ai commencé à en parler hier. Parce que le titre ou la posture ne suffit pas. Et c'est là où il va falloir aller plus loin. Alors, cette première conception non cognitive de la confiance, hein, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Elle est à la fois indispensable et à la fois extrêmement risquée. C'est à la fois l'ami et l'ennemi de notre quotidien, cette confiance-là. Raison pour laquelle cette conception de la confiance ne peut pas être seule. Il ne peut pas exister que ce type de confiance-là. La confiance que l'on va appeler cognitive maintenant, ou la confiance rationnelle, la conception cognitive ou la conception rationnelle de la confiance est celle, donc, hein, j'ai introduit déjà la notion, c'est celle qui n'est pas un saut dans le vide, mais c'est celle qui fait un pari raisonnable, le pari raisonnable de la fiabilité. C'est la conception qui vise à essayer de comprendre les raisons pour lesquelles je peux me fier à quelqu'un, accorder ma confiance. Alors les anglo-saxons appellent ça reliance. Ce deuxième type, reliance, vous allez voir pourquoi. C'est parce que cette conception-là implique une sorte de coopération entre celui qui reçoit et celui qui donne la confiance. Alors certains auteurs parlent de cette conception cognitive ou rationnelle de la confiance comme la base austère de la confiance. Alors évidemment, pourquoi la base austère de la confiance? Parce que la conception dominante de la confiance, c'est une conception positive, belle, faire confiance. Hein, voilà, il y a une sorte d'injonction à faire confiance à la société, une sorte, dans nos institutions, dans les autorités, dans nos proches, il y a une sorte d'injonction à refuser cette sorte de méfiance généralisée qui est en train de gangréner notre société. Et donc, ceux qui veulent un petit peu développer une conception rationnelle de la confiance sont considérés un peu comme austères. Hein, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de base austère de la confiance. Le théoricien donc, de cette conception, en tout cas un des théoriciens, c'est Russell Hardin. Voilà. Donc, comme il y a beaucoup de noms là, non mais celui-là c'est bon, je l'ai déjà. Celui-là je coche, et l'autre c'est Russell Hardin, puis il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Hein. Russell Hardin. Alors, ici, l'idée, bon, elle est assez simple, hein, c'est je fais confiance, car, non pas parce que je décide de déléguer une puissance d'agir, non pas parce que voilà, cela m'est indispensable dans telle situation, mais parce que j'ai des garanties que la personne à qui je fais confiance est digne de confiance. Hein. C'est vraiment l'idée de la fiabilité. Je fais confiance à quelqu'un si j'ai des raisons de croire, et pas simplement si je crois, mais si j'ai des raisons de croire qu'il sera dans l'intérêt, ça c'est la deuxième condition, de cette personne de se montrer digne de confiance. Ça c'est Hardin qui a avancé ça, ce qu'il appelle les intérêts encapsulés ou les intérêts enchâssés. C'est-à-dire que moi j'ai intérêt, évidemment, j'ai un intérêt à faire confiance dans cette conception-là, mais surtout, la personne qui reçoit la confiance a elle aussi un intérêt à se montrer digne de confiance, en quelque sorte à respecter ce contrat qui est en train de s'établir entre ces deux individus. Je vais lui faire confiance parce que j'ai des raisons de croire qu'il sera dans l'intérêt de cette personne de se montrer digne de confiance.
Aujourd'hui, si on ne peut pas aujourd'hui me demander de faire confiance aveuglement à la science. Par contre, je sais que je peux faire confiance en la science sous la condition que j'ai un certain nombre de raisons de croire qu'il est dans l'intérêt de la science de se montrer digne de confiance. D'où tout ce qui se fait aujourd'hui autour de l'intégrité scientifique. Hein. C'est dans l'intérêt de la science que de mettre en place des politiques d'intégrité scientifique parce que c'est son image qui est en jeu, c'est aussi sa légitimité, c'est son autorité, c'est sa place dans la société. Donc la science a tout intérêt à se montrer digne de confiance et à en donner des garanties. Et donc il y a un intérêt finalement voilà, qui s'entremêle entre, dans cette conception de la confiance, il y a l'idée d'une coopération. Voilà. Là où il y a une forme d'unilatéralité dans la première conception, hein, on délègue, on fait confiance, puis ensuite c'est le vide, on ne sait pas ce qui va se passer, ça peut être respecté ou pas. Ici, il y a le besoin d'une coopération, d'aller-retour, de contrat, de vérification. On a besoin finalement de savoir si la confiance accordée va véritablement, d'une part, si on peut l'accorder, donc avoir des garanties préalables, puis des outils de vérification, des outils de justification de cette confiance. Ici, en cas de non-respect, et selon ces conditions-là, de la confiance, nous ne sommes pas dans la trahison, du coup, nous sommes dans la déception. Si la science, à un moment donné, à qui j'ai fait confiance, ce scientifique par exemple, à qui j'ai fait confiance parce qu'il m'a garanti un certain nombre de choses, notamment voilà, une sorte de robustesse de son travail, une sorte d'intégrité scientifique. Bon, finalement, je m'aperçois voilà, que ce scientifique fait une mauvaise science, finalement je serais déçu. Il ne m'a pas trahi. Il ne m'a pas trahi parce que je suis responsable aussi, moi, en quelque sorte, parce que j'ai jugé de façon réflexive et rationnelle que je pouvais, selon les données que j'avais, selon mon évaluation de la situation, que je pouvais lui faire confiance. Donc je suis déçu. Voyez-vous, Jean-Claude Roman, quand il rate son... Parce qu'il ne va pas en deuxième année de médecine, il ne va pas à l'examen. C'est là que débute tout le cycle infernal de son mensonge. Vous avez vu l'adversaire ou lu? Non. Bon, il dit dans son procès, dans l'instruction de son procès, j'avais peur de décevoir. À ce moment-là, il avait peur de décevoir. Il aurait pu dire qu'il n'était pas allé à l'examen à ses parents, à ses amis, mais il avait peur de décevoir. 15 ans après, il a eu peur de trahir. Voilà. Et on voit, on a ici un saut qui est très important. Voilà, très important. Donc, on a ce tableau, hein, cette carte, si vous voulez, qui est une carte assez simple, mais qu'on peut complexifier, entre une confiance donc, non médiatisée par la réflexion, non médiatisée par la raison, non médiatisée par les garanties cognitives, hein, et une conception de la confiance qui, elle, demande un travail sur le concept de fiabilité. Alors, ce que je vais faire maintenant, et c'est là où il y aura peut-être une forme de redite hein, par rapport à ce qu'on a pu faire avec les M1, mais je crois qu'avec cette introduction, vous allez le voir différemment. Hein, c'est qu'est-ce qui se passe donc dans la confiance que l'on a envers une connaissance. Voilà. Puisque, bon, moi, c'est mon sujet. Enfin, en tant qu'épistémologue, c'est l'idée de cette confiance épistémique. Finalement, par rapport à cette carte que l'on a commencé à dessiner, hein, de ce concept de confiance, comment se positionne notre rapport aux connaissances, notre rapport à la connaissance. Est-ce que nous sommes dans la première conception ou est-ce que nous sommes dans la deuxième conception? Alors là, automatiquement, évidemment, hein, lorsqu'il s'agit de sciences, de connaissances, etc., la doxa veut que nous soyons dans la deuxième, hein, évidemment, conception de la confiance, c'est-à-dire une confiance informée, une confiance rationnelle, une confiance cognitive, une confiance réciproque qui demande des garanties. Confiance, finalement, basée sur des garanties de fiabilité. Or, hein, comme j'ai commencé à le dire hier, ce n'est pas le cas. C'est rare, enfin, ce n'est pas toujours le cas.
Et donc il y a un certain nombre que je vais tracer du coup un peu plus rapidement qu'hier, hein, mais quand même pas de trop parce qu'il y a au moins la moitié de la salle qui ne l'a pas écouté. Les différentes façons dont on peut faire confiance dans une connaissance qui relève de la première conception sous l'habit de la seconde. D'accord ? Vous me suivez ? Voilà, la question que je me pose et qu'on se pose tous, parce que nous sommes tous enclins à être dans la deuxième conception de la confiance, et sur quels critères accorde-t-on notre confiance à une connaissance ? On se pose cette question. Et là où moi je vais me décaler pour essayer de déconstruire cette pensée un peu trop simple selon laquelle, à partir du moment où on parle de critères de la confiance, nous sommes dans la deuxième conception, je vais vous montrer la faiblesse de chacun de ces critères pour vous dire que finalement, ça ressemble beaucoup à une forme de confiance non réflexive, notre rapport à la connaissance. Une partie de notre rapport à la connaissance. Alors, ces critères de la confiance épistémique, hein, qui sont... Alors, bon, c'est des critères que moi j'ai glanés hein, au titre de mes lectures et de mes observations, qui ne sont pas une liste exhaustive, mais qui sont voilà, un certain nombre de mécanismes que l'on mobilise quand même assez souvent. Souvent d'ailleurs dans les médias, dans les débats politiques, à propos des sciences, mais pas que, à l'intérieur de la science aussi, et dans les laboratoires ou même à l'hôpital lorsqu'il s'agit de mobiliser des connaissances dans une équipe, etc. Donc la première série de critères, c'est la légitimité. Hein. On va accorder notre confiance à une connaissance sur des critères de légitimité. Ici, l'idée, c'est de dire qu'on aura d'autant plus confiance en la connaissance que me transmet cette personne, que produit cette personne, qu'à nos yeux, nous accordons une forme de légitimité à cette connaissance. Alors ici, il y a plusieurs sources de légitimité. Hein. Il y a deux sources principales de la légitimité. Ceux qui étaient là hier, alors, c'est lesquels ? Pour voir hein, si vous avez suivi. Hein. Ça va, donc je peux me redire, hein, je peux me répéter. Hein. Vous me faites confiance ? Bon. Ouais, bravo, c'est ça. Alors, donc effectivement, on peut accorder une forme de légitimité à la personne qui produit cette connaissance ou à la connaissance elle-même selon sa nature. Hein, c'est deux types de légitimité. Le premier type de légitimité, donc la confiance que l'on attribue à la personne qui produit ou transmet une connaissance. Ici, il y a deux formes. Hein. La première forme, hein, vous allez reconnaître ma petite histoire du début, hein, la première forme, c'est le caractère vertueux du porteur de la connaissance, portant. Hein, on est plus enclin à avoir confiance et donc à considérer comme légitime une connaissance si celui qui porte cette connaissance, qui la produit, qui la transmet, etc., qui la médiatise, est une personne que l'on considère comme vertueuse. Si l'on sait que Jean-Claude Roman est un menteur, hein, si ça s'était su qu'il avait menti, évidemment, que ses discours sur l'épidémiologie du cancer en Afrique, etc., seraient beaucoup moins légitimes aux yeux de ses interlocuteurs. Donc il y a ici des vertus intellectuelles attendues de la part de celui qui porte une connaissance, qui la transmet, qui sont des critères de la confiance que l'on peut lui accorder. Parce qu'à nos yeux, la vertu augmente la légitimité d'une connaissance. La deuxième forme de légitimité que l'on attribue à la personne, et ici, vous voyez, peu importe la connaissance, hein, ici on est vraiment sur la personne, c'est évidemment l'autorité, et là c'est le piège, c'est le piège absolu. L'autorité du porteur de connaissances. On va considérer comme légitime la parole du médecin, dont on aura beaucoup plus confiance, parce qu'il sera médecin et pas personne lambda. On va avoir tendance à considérer comme plus légitime, finalement, une connaissance qui est produite par une autorité. Parce que nous sommes bien là, quand nous sommes dans le premier registre de la conception. C'est que le premier registre de la conception de la confiance,
en quelque sorte, inhibe la possibilité de vérifier la fiabilité. Et donc ici, on est véritablement dans ce registre-là. Le maître de conférence que je suis vous parle, ça suffit. Ça suffit. Vous n'allez pas vérifier que ce que je vous dis est fiable. Ça, c'est un gros problème. Mais je sais que vous avez l'esprit critique aiguisé et que vous allez pouvoir poser des questions déstabilisantes. Donc, vous voyez qu'ici, ce sont des critères classiques, hein, la question du caractère vertueux de l'agent et la question de l'autorité, pour faire confiance. Alors, le deuxième, il est faible, et j'ai pas besoin de dire. Le titre ne dit rien de la qualité et du rapport à la vérité. Le titre, à la limite, peut donner une forme de mérite. S'il en est là, c'est que, bon, avec énormément quand même de nuances sur la conjoncture qui fait qu'à un moment donné, vous êtes là et pas ailleurs. Hein. Donc, il faut quand même prendre ces critères avec beaucoup de pincettes. Le premier, le caractère vertueux, évidemment, c'est un bon critère. Faire confiance à quelqu'un de crapuleux, mais par contre, ça ne suffit pas. Quelqu'un de vertueux, d'honnête, quelqu'un de loyal, quelqu'un de sincère, quelqu'un de nuancé, quelqu'un de pondéré, peut se tromper. Et oui, la vérité n'a pas un lien direct avec la vertu. On peut être vertueux et se tromper. On peut faire exprès, hein, dire des bêtises. Donc, pour avoir confiance, ça ne suffit pas de considérer l'autre comme gentil, honnête, pondéré. Jean-Claude Roban était tout ça. Voilà. Bon, il n'était pas très honnête. C'était quelqu'un de loyal, de pondéré, en tout cas dans sa manifestation sociale, dans la manifestation sociale de sa personnalité. Et évidemment, tout est des mensonges. Alors ensuite, il y a la légitimité que l'on attribue, non pas à la personne qui prend des connaissances, mais à la connaissance elle-même. Ah, c'est beaucoup plus intéressant. On s'intéresse au contenu, on s'intéresse plus simplement aux médias, au contenant. Et ici, il y a deux formes aussi que l'on peut décrire. Classique. La première que j'adore, mobilisée partout pour gagner notre confiance envers la connaissance scientifique, c'est la nature formelle ou quantifiée de la connaissance. Bon. Une connaissance qui vous sera présentée sous les habits de son formalisme ou sous les habits de sa quantification sera, à vos yeux, beaucoup plus légitime qu'un récit, une petite histoire, une anecdote, une comparaison, etc. Il y a cette idée que la forme de la connaissance a à voir avec la confiance qu'on va accorder à cette connaissance. Pensez ici, dans un débat scientifique, à la puissance des statistiques. Évidemment, dans un débat politique, la statistique est omniprésente. Lorsque quelqu'un vous sort, mais oui, mais vous savez bien que 60% des personnes, je ne sais pas, qui roulent en Dacia bleu peuvent avoir un cancer plus rapidement que ceux qui roulent en Dacia rouge. Bon. Il y a un chiffre. Là, il y a une force représentationnelle de cette connaissance qui est sa nature formelle et quantifiée. Cette connaissance peut être complètement bêtise, sûr que ce que je viens de dire, mais voilà, il y a quelque chose, on se méfie moins des chiffres que des mots. On a tendance à considérer comme plus subjectif un mot qu'un chiffre, ce qui est vraiment faux. Vous savez que c'est faux que l'entreprise de quantification est du début à la fin une entreprise subjective. J'ai parlé hier du grand sociologue de l'argument statistique, Alain Desrosières, qui a fait toute sa carrière à l'INSEE. Alain Desrosières, historien et sociologue de l'argument statistique, le disait, il a démontré à longueur d'ouvrage que la quantification c'est toujours deux moments, le moment où on établit une convention de mesure et le moment où on mesure. Et en fait la grande mystification c'est de confondre la quantification et la mesure, de croire que quantifier c'est juste mesurer, mais en oubliant le premier moment qui est qu'est-ce qu'on mesure, comment on le mesure, quel seuil de détection, quelle unité de mesure, quel champ d'applicabilité finalement de la mesure, et tout ça, tout
ça est souvent complètement invisibilisé par le voile de la formalisation et de la quantification, dont il faudrait ouvrir la boîte noire pour produire une démystification précise. Donc ici, vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, cette forme de confiance que l'on accorde aux connaissances parce qu'elles revêtent un certain habit, voilà, c'est un peu l'équivalent du titre de l'autorité. Hein, ça ne tient pas. Ne soyons pas dans une confiance aveugle face aux chiffres. Dans ces périodes de mouvement social également. Ensuite, il y a la légitimité que l'on attribue à la connaissance elle-même, non pas par rapport à sa forme, à l'habit, par rapport à sa nature, formelle ou quantifiée, mais par rapport à ce qu'elle nous apparaît comme neutre. Bon, on va ici faire l'éloge de la neutralité. On va avoir d'autant plus confiance. Ça revient un peu à la question du chiffre. On considère de facto par neutre, mais j'élargis un petit peu ici le champ, en disant que notre confiance sera d'autant plus grande, donc on va accorder une légitimité plus grande, à une connaissance dont on va croire qu'elle est neutre. Neutre, ça veut dire qu'elle n'est pas prise dans finalement le champ des valeurs, qu'elle ne véhicule pas une orientation, qu'elle n'est pas finalement simplement l'arbre qui cache la forêt d'un projet, hein, d'une stratégie, d'une orientation. Un scientifique qui ne parle pas avec ses tripes, un scientifique qui ne parle pas avec ses valeurs, un scientifique qui ne dit pas d'où il part, un scientifique qui ne dit pas où il va, sera considéré comme plus légitime dans ce cadre-là qu'un scientifique qui sera un peu plus engagé, plus impliqué, qui dira d'où il part, qui défendra un projet, qui inscrira ses connaissances finalement dans une forme d'axiologie, hein, plus ou moins importante. On aura une forme de méfiance vis-à-vis de ce type de connaissance impliquée et une plus grande confiance dans cette connaissance parce qu'elle est considérée comme neutre. Or ici, et là je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais l'illusion de la neutralité est l'arme qui a permis de ne pas voir que la science de toutes parts, est une affaire de valeur. C'est une affaire de valeur. Il y a dans la science des valeurs épistémiques qui font qu'on ne fait pas exactement la même science d'un laboratoire à un autre ou d'une discipline à une autre. Et puis il y a dans la science des valeurs non épistémiques, hein, ne serait-ce que par le choix des sujets, le choix des données que l'on souhaite recueillir, même le choix, j'allais dire, voilà, du sujet que l'on veut traiter. Hein, c'est pas neutre. Dans un laboratoire de biologie moléculaire, de vouloir travailler sur la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, hein, il y a un certain nombre de valeurs non épistémiques qui sont véhiculées par ça, qui peuvent venir du chercheur, du laboratoire ou des injonctions institutionnelles. Mais dans tous les cas, ça n'a plus grand-chose à voir avec la science. Hein. Ça, c'est quelque chose, voilà, des incitations politiques, économiques, culturelles, à travailler sur tel sujet plutôt qu'un autre. Donc, à dire telle chose plutôt qu'une autre, bon, il y a des valeurs de toutes parts, hein, et je ne vais pas ici vous faire l'offense de reprendre les exemples d'hier, hein, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bon, vous voyez, il y a déjà quatre façons, hein, simplement. Là, ces quatre premières façons, quatre critères, voilà, qui sont chacun un caractère vertueux, l'autorité du porteur de la connaissance, la nature formelle ou quantifiée de la connaissance, sa neutralité, qui sont des critères que l'on peut mobiliser, que l'on mobilise habituellement pour nous inscrire dans la deuxième conception de la confiance, cette confiance rationnelle, alors que de toutes parts, enfin de toutes parts, en tout cas, chacun de ces critères, je les considère comme faibles. Faible, pas nul. Hein, l'autorité, c'est pas nul. Le titre, c'est pas nul. Le caractère vertueux, c'est pas nul. Les chiffres, c'est pas nul, hein, pour accorder la confiance. Une forme de neutralité non plus. Je ne dis pas que ces critères en soi sont à jeter à la poubelle, n'ont aucun intérêt, mais ils sont faits. Chacun d'eux ne suffit pas à garantir la fiabilité de la connaissance. Bon, c'est ça l'enjeu de la deuxième conception de la confiance. C'est ne pas faire une confiance aveugle.
Je considère que si nous faisons confiance dans une connaissance selon l'un de ces critères, nous sommes dans la première conception de la confiance. D'accord ? Alors ça continue. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. La deuxième voie, hein, qui est souvent aussi explorée, pour répondre à la question initiale, sur quels critères je peux accorder ma confiance à cette connaissance, c'est celle qui lie la connaissance au contexte. Le contexte dans cette histoire de confiance est extrêmement important. Ça, il faut aussi bien comprendre qu'on ne peut pas décontextualiser la question de la confiance. Le contexte nous influence énormément sur le degré de confiance que l'on peut accorder à une personne, à une connaissance ou à une institution. Alors ici, c'est des trucs classiques. Hein. Voilà, c'est des choses très classiques. La confiance, elle peut se gagner envers une connaissance si cette connaissance entre en résonance avec le contexte des croyances que l'on a préalablement acquises. Autrement dit, nous accordons d'autant plus de confiance dans une connaissance que celle-ci va venir valider, conforter ou simplement rencontrer des croyances préalablement acquises. Si je crois que, pour reprendre l'exemple d'hier, par exemple, que le dérèglement climatique est d'origine anthropique, c'est quelque chose que je crois, une conviction voilà, qui est acquise chez moi, l'idée que nous sommes rentrés dans un nouvel ère qui s'appelle l'anthropocène, etc. Si je crois à ça, alors toutes les connaissances qui vont venir conforter cette hypothèse-là, j'aurai beaucoup plus confiance en ces connaissances que celles qui vont venir complètement en contredire. Complètement bousculer mes croyances préalablement acquises. Hein, c'est ce que j'ai appelé hier le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est véritablement voilà, c'est un outil par excellence d'une confiance aveugle. Je vais faire confiance à une connaissance parce que celle-ci conforte mes croyances préalablement acquises. Comme je disais, vous comprenez bien que c'est le fonctionnement des réseaux sociaux. Hein. C'est le fonctionnement tribal des réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un réseau social, les algorithmes intègrent comme caractéristique fondamentale ce biais de confirmation. Vous allez recevoir des sollicitations qui vont venir confirmer un ensemble de valeurs que vous défendez déjà. Et comment on peut le savoir, l'algorithme, c'est parce que là, vous avez posté le fait que vous êtes allé voir tel film au cinéma, et donc vous êtes plutôt amateur de films policiers, bah, voilà, vous allez recevoir plutôt des choses de ce type qui vont confirmer ici, c'est plutôt une préférence, une croyance, mais le mécanisme est le même. Donc vous voyez qu'ici c'est pareil, accorder sa confiance parce que celle-ci vient conforter des croyances préalablement acquises, c'est un critère faible. Bon, là, il n'y a pas énormément d'autres choses à dire que ça. Et la deuxième, qui est quasiment la même, hein, le deuxième mécanisme de cette façon d'accorder notre confiance, de renforcer notre confiance, c'est lorsque la connaissance, cette fois-ci, ne va pas conforter un ensemble de croyances préalablement acquises, mais elle va être en résonance, elle va rencontrer un contexte auquel nous tenons particulièrement. Donc là, on est plutôt plus sur les croyances préalablement acquises, mais sur les valeurs que l'on souhaite défendre. Une connaissance qui va venir bousculer complètement vos valeurs, ou en tout cas la conception que vous faites du monde. Vous aurez une plus grande méfiance que les connaissances qui vont venir conforter votre projet de société. Alors hier, je donnais l'exemple. Si vous êtes un fervent défenseur de l'agriculture biologique, vous êtes un écolo, quoi. C'est pas du tout mon cas. Non, c'est pas vrai. Si par exemple, comme moi,
vous êtes un fervent défenseur de l'agriculture biologique et que vous êtes plutôt écolo et qu'il y a un rapport de l'INSERM qui sort et qui démontre qu'il y a un lien entre les pesticides et la maladie de Parkinson, bingo! Ça fait 30 ans que je le dis. Ok? C'est exactement ça. Par contre, vous êtes un fervent défenseur de l'agriculture biologique. Vous êtes donc un petit peu écolo. Et là, il y a un rapport de l'INSERM qui sort. Non, pas l'INSERM, de l'INRA qui sort. Et qui dit l'agriculture biologique est vraiment pas du tout assez productive pour nourrir l'humanité. Avec l'agriculture biologique, on n'arrivera jamais à nourrir l'humanité. Là, grosse méfiance en sa connaissance. Mais c'est quoi ces rigolos? C'est quoi ces chercheurs là? J'ai pas du tout confiance aux connaissances. Il doit y avoir un labo derrière, une filière semencière. Voilà. Vous voyez, ces mécanismes, en fait, où la méfiance et la confiance, en fait, sont sur un curseur qui dépend de vos croyances, d'une part, et de vos valeurs, d'autre part. Là, on n'est pas dans la fiabilité, on n'est pas dans la vérification de la fiabilité de cette connaissance. Et ça, c'est des mécanismes vraiment courants dans les débats que l'on a à propos des sciences, à propos des technologies, etc. On tombe tout le temps. Hein, souvent, quand deux personnes ne sont pas d'accord, par exemple sur les OGM, c'est pas qu'elles considèrent que la science, à l'origine des OGM, est fiable ou pas fiable, c'est qu'ils n'ont pas le même projet de société. Ils ne voient pas les choses de la même façon. Voilà. Certains, peut-être l'une de ces personnes va hiérarchiser les valeurs de productivité, d'économie, de performance, etc. Alors que l'autre va valoriser peut-être plus la soutenabilité écologique des écosystèmes, la défense d'une agriculture paysanne, la non-volatilité du vivant. Mais on n'est plus du tout sur la fiabilité de la connaissance. Pourtant, c'est ça l'enjeu de la discussion. Donc les débats sont souvent biaisés pour cette façon-là. Donc, bon, voilà, ça fait 6, hein, des 6 critères faibles, hein, qui ne suffisent pas et qui sont pourtant souvent mobilisés à être dans la deuxième conception de la confiance. Une confiance médiatisée par la raison. Confiance inscrite dans l'espace des raisons. Alors il y en a encore deux, ce qui fera vite. On va voir si tu sais les OSAT a fait 8 conceptions du lien, j'avais fait ça exprès aussi. Donc les deux autres, c'est la confiance que l'on va accorder aux connaissances par rapport à ce dont elle est la genèse, par rapport à d'où elle vient, comment elle a été produite. Donc plutôt la question, voilà, peut-être la question méthodologique. Hein, on va se rapprocher un peu plus de la science, peut-être ici. On va accorder notre confiance si la connaissance a une connaissance, si celle-ci a été produite d'une certaine façon. D'accord? Et ici, il y a des critères forts et des critères faibles. Je commence par les critères faibles. Premier critère faible, bon, faible ou pas, mais enfin, en tout cas pour moi, c'est celui qui est mis en œuvre, par exemple, par des procédures. C'est-à-dire qu'on va croire dans la robustesse d'une procédure pour accorder notre confiance à la connaissance qui est issue de cette procédure, sans jugement sur la connaissance elle-même. Ce qui va être important, c'est la procédure dont elle est à l'origine. D'accord ? Alors, j'aime bien donner cet exemple, hein, et je l'ai donné hier aussi, c'est l'encyclopédie participative Wikipédia. Vous connaissez ? Oui. Ici, comment notre confiance envers ce qui est écrit sur un article de Wikipédia, sur quoi est basée notre confiance? Pas sur le contenu, en tout cas pas entièrement, mais aussi beaucoup sur les règles, les procédures qui ont permis à ce contenu d'être visible publiquement. Hein, je vous invite à faire l'expérience d'aller sur une page d'un sujet que vous connaissez bien, hein, Wikipédia, pour aller dans la page de contribution. Il y a une page publique, il y a une page privée dans laquelle vous pouvez contribuer à écrire. Hein, voilà. C'est très instructif. Hein, je suis inscrit sur un certain nombre de pages de Wikipédia où des fois il y a 2 personnes, hein, sur des sujets un peu bizarres, et puis des fois il y a 400 personnes sur des sujets plus en public. Mais dans tous les cas, il y a des procédures à respecter. Et c'est ça qui va garantir la fiabilité de la connaissance publique de Wikipédia. Et donc,
garantir la confiance que l'on peut avoir sur l'article François Mitterrand, par exemple, ou le Louvre. Je fais exactement la même chose qu'il y a. Ouais. C'est une sorte de répétition, etc. Ou l'article le GIEC. GIEC, j'avais pas pensé. Le GIEC, voilà, l'article du GIEC, donc c'est un magnifique article de Wikipédia. Il y a plus de 1000 contributeurs sur la page. Voilà. Ici, il faut respecter des règles. Donc les règles, une des règles de Wikipédia, la première, et c'est presque la principale de cette procédure-là, c'est l'anonymat. Ce qui va garantir, contrairement vous voyez, à l'argument d'autorité, là c'est l'inverse, ce qui va garantir la fiabilité d'une connaissance publique sur Wikipédia, c'est le fait qu'elle ait été produite par des personnes dont le contenu de leur écrit ne dépend pas de leur titre ou de leur nom. C'est-à-dire que moi, quand je vais contribuer sur la page du GIEC sur Wikipédia, je n'y vais pas en tant que... Je suis obligé de pseudonymiser mon identité. Et de ne pas faire apparaître le fait que j'ai un lien académique ou pas avec le sujet. Parce que ça fausse. Hein. Donc là, on est un peu dans la question de la neutralité, mais de façon encore un peu plus poussée, radicale. On est sur la question de défaire tout argument d'autorité, défaire tout argument qui pourrait hiérarchiser les hypothèses en concurrence sur une page privée Wikipédia selon des critères qui ne sont pas liés à la fiabilité elle-même de ces hypothèses, mais à autre chose. Le prestige du contributeur, par exemple. Une deuxième, et il y en a plein, il y a 10 principes. Le deuxième, c'est par exemple le principe voilà, le sourcing. Le sourcing. On est obligé, sur Wikipédia, lorsqu'on veut mettre publiquement sur une page quelque chose, contribuer, de citer la source d'où ça vient, ou qu'il y a un rapport avec une source, sinon, alors ça peut être accepté par la communauté des contributeurs, mais vous avez marqué, il y a quelque chose où il y a marqué référence manquante ou référence nécessaire. Donc ce qui, pour le lecteur, va en fait affaiblir sa confiance envers cette connaissance parce qu'elle n'est pas sourcée. Voilà. Donc ça c'est un mécanisme classique en science. Donc là je vous parle de Wikipédia parce que c'est un peu ludique, mais en fait le principe du double aveugle, enfin de reviewing en double aveugle par les pairs dans une revue, c'est ça. En fait, une connaissance dans une revue en reviewing par des pairs en système du double aveugle, vous allez en faire confiance parce qu'elle est issue de cette procédure. Vous savez que c'est cette procédure qui a permis que cette connaissance soit publiée. C'est pas la connaissance elle-même, en fait. Et même le système pervers, si on pousse un peu de ça, c'est que comme les revues sont classées, c'est même le fait que cette connaissance soit dans une revue classée, avec un impact facteur important, qui va garantir, enfin qui va asseoir votre confiance. Et donc derrière, soi-disant, garantir la fiabilité de cette connaissance. Parce qu'elle est issue d'une procédure dont on sait, dans la communauté, que c'est une procédure fiable. Alors, là, on commence à voir qu'il y a des sources de la fiabilité qui sont en concurrence. Entre l'encyclopédia Britannica et Wikipédia, sur les mêmes items, il y a concurrence de procédures. Encyclopédia Britannica, vous accordez votre confiance à l'item François Mitterrand, de cette, je ne sais pas s'il existe, hein, mais de cette, je pense à lui d'ailleurs aussi, on va changer de président, Georges Pompidou, parce que vous savez que derrière, on a fait appel à des experts, à des spécialistes. L'Encyclopédia Britannica fait appel à des experts, des spécialistes, et derrière, il y a un système de relecture par des pairs. Je ne sais pas si cette encyclopédie, c'est double aveugle, mais bon. En tout cas, il y a une procédure concurrente à la procédure Wikipédia, qui est quasiment basée sur l'inverse, qui est pas un contributeur, pas l'expert de Georges Pompidou, mais 500 experts anonymes de Georges Pompidou qui vont contribuer à faire l'article Georges Pompidou. Le résultat, on pourrait se dire, bon, une procédure plus robuste que l'autre, ben non, équivalent. Voire même, et ça c'est des études qui ont été faites sur la sociologie et l'épistémologie de Wikipédia, une supériorité
une supériorité des articles Wikipédia sur les articles encyclopédiques payantes, sur certains items. Ah oui, bon, ça peut se comprendre. Entre un expert et sa subjectivité, et aussi le champ un petit peu réduit de son savoir. Moi, sur Georges Pompidou, je ne sais pas tout. On m'a demandé de faire l'article pour l'encyclopédie universaliste, mais parce que je suis spécialiste de Georges Pompidou depuis 30 ans. Mais je ne sais pas tout sur Georges Pompidou. Et ma façon de connaître Georges Pompidou aussi dépend d'un certain nombre de ma posture de recherche, de mes convictions politiques, de ce que j'ai envie que l'on sache de lui, plutôt que voilà, de mettre en valeur des données sur d'autres données, alors que 500 experts anonymes de Georges Pompidou, ça va se compenser tout ça. Et on va avoir quelque chose qui sera peut-être plus complexe. En tout cas, c'est la croyance Wikipédia. C'est sur ça qu'est basé, je ne dis pas que c'est vraiment vérifié. Donc vous voyez qu'ici, la confiance, et la confiance est ici directement liée à la procédure, à la méthode. Alors la science a basé son autorité sur ça. On a souvent jugé la science par sa méthode plutôt que par ses résultats. L'autorité scientifique, que les résultats ne servent à rien, que les résultats soient même faux, c'est pas très important. Il y a la méthode scientifique robuste. D'accord? Donc vous voyez que c'est un critère faible aussi. Parce qu'on peut très bien avoir une méthode scientifique robuste et dire des bêtises. Produire de la bêtise. On peut produire de façon robuste de la bêtise. Voilà. Donc, le critère de la procédure robuste, qu'elle soit liée au grand nombre, à la sagesse des foules, à cette idée de la contribution multiple et anonyme, ou au reviewing par des pairs, ou à la méthode en laboratoire, le plan expérimental, la méthode psychodéductive et tout ça, je vous passe les détails, ça ne suffit pas. Alors, on me demande de conclure, l'organisateur de la journée me demande de conclure, je vais aller vers l'épilogue. On voit que chacun de ces critères est faible. Donc, nous ne sommes toujours pas dans la deuxième conception. On n'est toujours pas rentré dans la deuxième conception de la confiance, basée sur la fiabilité. Et donc, vous voyez que pour qu'il y ait fiabilité, pour que je puisse dire que cette connaissance est digne de confiance, que cette personne qui porte cette connaissance est digne de confiance, qui n'est pas tout à fait la même question, mais quand même, il faut autre chose que chacun de ces critères. Les plus robustes, vous avez deviné, c'est les derniers. C'est la procédure. Les plus robustes de ces 8 critères, c'est le critère de la procédure, de la méthode. Évidemment, on aura beaucoup plus de chances d'avoir une connaissance fiable si la méthode avec laquelle elle a été produite est une méthode robuste. Alors robuste, il y a des bases. Qu'est-ce que la robustesse d'une méthode? J'en ai aussi un peu parlé hier. Est-ce que l'evidence-based medicine est une méthode robuste? Est-ce que le golden standard de l'essai contrôlé randomisé suffit à asseoir la robustesse de la médecine? C'est ouvert comme question. Peut-être d'autres formes de robustesse. Il y a peut-être aussi une sorte de quiproquo sur ce que l'on appelle une méthode robuste, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Donc il faut de la robustesse. On va regarder ces critères-là, ces derniers critères. On va regarder ces critères de robustesse. Mais il faut autre chose, c'est donc, vous voyez, un petit peu un mélange de tous les critères précédents qui sont des critères de pertinence. Aujourd'hui, en épistémologie, en philosophie des sciences, on a l'habitude de dire qu'une connaissance est fiable si elle est à la fois robuste et pertinente. Et les fondateurs de l'evidence-based medicine disaient la même chose à propos du médecin. Un médecin sera fiable, digne de confiance, s'il est capable à la fois de se baser sur une science robuste, c'est-à-dire sur des données vérifiées, de pouvoir composer entre des registres de preuves, etc., et si son intervention est pertinente. Ça veut dire quoi pertinente? Mais c'est qu'elle répond à une attente. Elle rentre en résonance avec un contexte. Le contexte du patient, le contexte plus général de la société, c'est qu'elle puisse s'inscrire finalement dans une histoire, qu'elle puisse avoir un sens. Une connaissance fiable n'est pas simplement une connaissance robuste, c'est une connaissance capable de s'adapter à un contexte et d'y répondre dans les responsables.
Donc ça, je ne peux pas vraiment aller plus loin là-dessus, parce que ça me demanderait quasiment le même temps. Mais c'est l'objet du dernier dossier de la Revue française d'éthique appliquée. Vous avez eu tous l'exemplaire, ben, c'est l'objet de ce dossier. De l'introduction que vous avez eue et que j'ai écrit sur cette question de la fiabilité, et des 6 articles qui suivent, c'est ça l'enjeu. Construire une conception de la confiance comme une confiance réflexive, rationnelle, qui soit basée sur un concept de la fiabilité élargi, donc à la fois une fiabilité qui est basée sur la robustesse et la certitude. Bon voilà, j'arrête là. Merci.